Brestois, ce lundi 27 juin a marqué le lancement de la nouvelle saison du Stade Brestois 29 puisque c'était la reprise. Ce vendredi 1er juillet marque le lancement de la nouvelle saison de Brestonner puisque c'est une sorte de reprise, reprise estivale, donc où je retrouve une fois de plus le fidèle parmi les fidèles, Fanche. Fanche, comment ça va en ce bel été? Écoute, salut Yann, salut à tous, ça va très bien. C'est la reprise pour Brestonner, mais c'est le début des vacances pour moi, donc naturellement, le moral est au beau fixe. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. L'idée, c'est de surfer un peu sur l'activité qui peut y avoir autour du Stade Brestois en ce moment pour vous proposer une petite série, on va dire, presque estivale, qui consiste de manière très simple en une sorte de revue de presse où on va prendre les différents articles qu'on a pu voir dans les sites généralistes, que ce soit l'équipe, les locaux comme le Télégramme, l'Ouest France, enfin, tout ce qui est un minimum fiable, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas des je sais pas, des 90 minutes ou quelque chose comme ça ici. Mais l'idée, c'est de reprendre un peu ces articles, ou plutôt les sujets des articles, et donner un peu notre avis là-dessus, voir, ça va être sur les pistes mercato, voir si quelque chose, est-ce qu'on pense que c'est fiable, est-ce que c'est un joueur qui peut nous intéresser, etc. Et pas seulement mercato. Si vous vous rappelez bien, la saison dernière, on avait fait ça, mais uniquement pour les rumeurs mercato. Cette saison, on l'élargit un peu, parce que l'actualité du Stade Brestois est finalement assez chargée depuis 48 heures. Tout à fait, et ça fait du bien parce que mine de rien, depuis l'annonce de Pereira Lage, donc fin mai, il s'est pas passé grand-chose. Ça a aussi été les vacances, je pense, un peu pour tout le monde au club. Et là, ça va repartir, je pense, de pied ferme avec également le début des matchs amicaux dont on n'a pas encore la liste complète, sauf erreur de ma part. Mais il y a un petit peu d'actualité à débriefer, et puis c'est bien de remettre, de repartir. Mine de rien, ça va être la quatrième saison qu'on va suivre avec Brestonner, donc c'est cool, c'est très bien. Je suis très motivé pour cette nouvelle saison en Ligue 1. En Ligue 1, tout à fait, c'est essentiel, même si c'est pas une condition sine qua non. Tu as très bien lancé un peu, t'as mis les pieds dans le plat finalement. L'élément par lequel on va démarrer, ça va être la reprise et précisément l'arrivée de Mathias Pereira à l'âge. Donc tradition oblige, il est passé en conférence de presse le 27 juin. Une retranscription de cette conférence de presse est disponible sur le site du Télégramme. Donc on va peut-être s'attarder pas forcément sur la conférence de presse en soi, même s'il y a quelques éléments intéressants, mais sur l'arrivée de Mathias Pereira à l'âge. Est-ce que c'est un joueur qui, toi, te va? Est-ce que c'est un transfert qui te surprend? Voilà, vraiment à brûle pour Alors, point, Pereira à l'âge, c'est oui, c'est non? Euh, c'est oui d'entrée de jeu. J'étais très satisfait lorsque j'ai satisfait et à la fois surpris lorsque j'ai vu l'annonce fin mai. Je trouvais que c'était assez tôt. Sur le joueur en lui-même, moi oui, c'est forcément je trouve une bonne nouvelle. C'est un joueur qui avait été suivi déjà par Grégory Lorenzi, on le sait très bien, lorsque Brest était monté en Ligue 1 en 2019, si je dis pas de bêtises. Il avait préféré rejoindre Angers, qui à l'époque était certainement un club plus structuré, qui est en Ligue 1 depuis presque une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises maintenant, ou un petit peu moins, ça doit être 8 ans. On a vu qu'à Angers, ça a été peut-être un petit peu difficile par rapport à ce qu'on espérait, parce que je regarde un peu ses stats, là, c'est 25 matchs en 2019-2020, 28 2020, 2021, et l'année dernière, 24 matchs uniquement, avec pas mal de temps passé sur la touche, et des statistiques qui ne sont pas au niveau de celles qu'il avait à Clermont. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter à ça, à mon avis, et je trouve que c'est un très bon coup. C'est dans la continuité de ce que fait Lorenzi. On sait qu'il s'intéresse à des joueurs pendant plusieurs mois. Parfois, ça marche pas. Là, il a réussi à le récupérer. Je sais pas ce que toi t'en penses, tu vas nous donner ton avis, mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. C'est un joueur qui va envie de se relancer, qui est revanchard et qui en plus de ça semble être extrêmement intelligent. Ça ressort un petit peu de sa conférence de presse. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourra rebondir qui me semblent très intéressantes. Voilà. Moi, ce qui ressort de sa conférence de presse, et c'est pas une surprise vu le contexte, mais c'est que il a fait le choix de venir à Brest. C'est pas un choix par défaut, c'est pas parce qu'il avait pas d'autre offre ou quoi que ce soit. Angers voulait le prolonger. Lui, il a fait le choix de préférer le projet de Grégory Lorenzi, le projet de Brest. Et je pense que si on y réfléchit bien, c'est pas la première fois, mais presque, que Brest bat une équipe comme Angers sur un dossier similaire. C'est-à-dire Alors un c'est joueur qui, parce que tu disais effectivement que Mathias Pereira avait besoin de se relancer. Si on regarde la global picture, oui, mais sur les 3-4 derniers mois, Pereira c'est un titulaire indiscutable à Angers.
Donc on récupère un joueur qui est quand même sur une bonne série, une bonne dynamique. C'est pas un mec qui est au fond du trou non plus. Et des recrues comme C'est intéressant ça, parce que Brest, il, il dit justement, pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est une question qui est posée, hein, qu'on peut lire sur le Telegram, vous passez d'Angers à Brest, pour vous, est-ce que c'est une évolution de carrière? Et il répond bien clairement, à l'instant, oui, je pense. Il y a 3 ans, quand Brest venait juste de remonter, la question était de savoir s'ils allaient se maintenir avec une équipe compétitive, tandis qu'Angers était là depuis quelques années déjà, mais à l'instant T et après cette saison, je pense que Brest est au-dessus d'Angers. Donc c'est vraiment intéressant de voir que le club a progressé et a su se faire une place en Ligue 1 et désormais être dans l'esprit de certains joueurs au-dessus de clubs qui sont montés bien avant eux. voilà, c'est exactement ce que je retiens au-delà de tout l'aspect sportif. C'est un joueur que j'apprécie. Je pense que c'est un bon joueur moyen de Ligue 1, pas beaucoup plus haut, pas beaucoup plus bas non plus. Donc voilà, on attend de voir comment ça donnera avec Michel Leracarian. Est-ce qu'il jouera à gauche, est-ce qu'il jouera à droite, est-ce qu'il jouera dans l'axe? On attendra de voir aussi qui seront ses coéquipiers, puisqu'il faut le rappeler, il y avait seulement 17 joueurs à la reprise, sachant que Steve Mounier, Jere Oronen Belaïli, si jamais il reste, mais bon, ça on sait pas. et voilà. Et Belali, si jamais il reste, sont attendus début de semaine prochaine, puisqu'ils sont internationaux, ils ont eu droit à une semaine de Alors c'est le plus. 7, c'est le 6, pardon, le 6 ou le 7 juillet, donc c'est un petit peu plus tard. Quelque chose d'autre à rajouter sur la reprise en soi? Il n'y a rien eu de notable, hein, il n'y a pas eu Bah, j'ai d'événement. trouvé intéressant le fait qu'on annonce un joueur assez tôt. Ça montre qu'aussi on a pu anticiper grâce au maintien acquis relativement tôt cette année. Il est certain que si on avait dû attendre la 38e journée, le match contre Bordeaux, pour se maintenir, on n'aurait peut-être pas pu annoncer la signature de Mathias Pereira dès la fin du mois de mai. Je pense que le sérieux enfin, le Stade Brestois en fait a montré du sérieux cette année, grâce aussi à Michel Darzacarian, hein, le fait de se maintenir même malgré le début de saison compliqué, finalement relativement tranquillement cette année. Ça montre que le club est aujourd'hui armé pour la Ligue 1 et pour défendre ses chances en Ligue 1. Et c'est certainement des arguments qui pèsent dans le choix d'un joueur lorsqu'il doit hésiter entre plusieurs équipes je dirais, de deuxième partie de tableau, équipes les plus faibles de Ligue 1. Je mets Brest dedans, mais quand tu as certainement sur la table, je sais pas, Lorient, Troyes, Clermont, Brest, voilà, aujourd'hui peut-être tu viens plus facilement à Brest, sachant qu'on sait qu'on part, hein, on en avait discuté avec Grégory Lorenzi notamment lorsqu'on l'avait eu nous au téléphone, il me disait que c'est très difficile pour Brest d'attirer des joueurs, rien que par le climat, la qualité des infrastructures, même si c'est mieux, la distance, l'éloignement aussi, hein, des joueurs on sait qu'ils aiment bien rentrer parfois à Paris ou dans les grandes métropoles, c'est compliqué de Brest, et ben malgré tout ça, aujourd'hui le club arrive à attirer des joueurs qui sont des joueurs confirmés de Ligue 1, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de rassurant sur l'évolution du Stade Brestois depuis quelques années. Pour compléter très rapidement ce que tu disais sur le fait qu'on ait pu anticiper, Mathias Pereira dit qu'il a signé à Brest le 21 mai, c'est-à-dire dernière journée de Ligue 1. On peut supposer qu'il y a eu au moins 2 semaines, 3 semaines de négociations. Et je rebondis là-dessus, mais finalement, on a été très content de voir qu'on avait pu anticiper, qu'on avait pu donc profiter du maintien acquis rapidement. En revanche, ça se vérifie pas vraiment depuis, parce que mine de rien, ça fait plus d'un mois que le Mathias Pereira a été annoncé. Et bah, il s'est rien passé. Alors après, on sait que c'est extrêmement difficile de gérer un mercato, et c'est certainement pas nous qui allons donner les leçons à Grégory Lorenzi. Néanmoins, on est observateur et on observe que c'est compliqué même quand tu finis 11e et que tu as un petit peu d'argent, l'argent de CVC également qui rentre dans les caisses du club, c'est compliqué d'attirer des joueurs, à la fois des joueurs confirmés, qui peuvent t'apporter un plus. Et je pense, enfin, je prends le pari aujourd'hui que le mercato risque d'être extrêmement long pour le Stade Brestois et que des joueurs pourraient, même si on sait que Derzakarian aimerait une équipe compétitive le plus tôt possible, que des joueurs arriveront certainement fin août encore cette année. Oui, Michel Daracarian qui a dit vouloir 22 joueurs, euh, mais voilà, il faudra les avoir. Et puis il faudra voir quel joueur, quel profil. Et là, c'est une transition toute trouvée pour le deuxième article qu'on va évoquer. C'est celui de l'équipe du 9 juin qui cible un peu les priorités, les postes prioritaires côté Stade Brestois. Tu l'as sous les yeux, Franche? Alors je le prends. C'est le Je l'ai. article qui s'appelle Colonne à renforcer, si je ne m'abuse. Tout à fait. Colonne renforcée, il y a eu 2 articles en fait dans l'équipe qui sont sortis sur le Stade Brestois grosso modo au courant du mois de juin. Et ce colonne à renforcer en fait a été publié dans le cadre d'un numéro spécial sur l'ensemble du mercato des clubs de Ligue 1. Donc chaque club avait sa page, évidemment la page ou double page complète pour les gros clubs.
et des petits bouts comme comme pour le Stade Brestois, on a un petit encart, donc un article de Franck Ledorz, hein, journaliste à l'équipe. Tout à fait. Et donc, selon cet article de Franck Ledors, on aurait donc 3, 5, 7 recrues attendues. Ouais, c'est ça. Alors selon lui, déjà le club, alors en fait il y a toute une infographie avec les différents postes ciblés. Finalement, c'est quasiment à toutes les lignes qu'il faudrait. On reviendra avec un autre article de l'équipe qui le confirme sur toutes les lignes que des postes et des joueurs sont recherchés. Et il indique donc dans cet article, je lis juste le chapeau, hein, hormis les retours de prêt qu'il ne maîtrise pas, le club breton ne souhaite perdre personne et veut se solidifier dans son axe, dans tout son axe d'ailleurs. Alors premier élément déjà d'information, c'est que le club ne souhaite perdre personne et qui dit perdre personne, c'est donc n'est pas dans l'obligation aujourd'hui de vendre son joueur que je dirais vedette peut-être, qui est Franco Nora. Oui, oui. Après, attention, la formulation souhaite ne perdre personne. On sait que s'il y a des belles offres qui arrivent, on avait évoqué du 6-7 millions pour Lilian Brassier. Voilà, Évidemment. c'est C'est évidemment. évidemment sauf opportunité, mais si tu te souviens bien, les éléments de langage de la saison dernière, lors du mercato, étaient différents, notamment au sujet de Romain Fèvre. Il avait toujours été Oui, évoqué le fait que si une offre arrivait, Romain Fèvre pouvait partir, la porte était ouverte, etc. Là, il n'y a pas cette idée de porte ouverte pour Franco Nora, qui d'ailleurs lui avait évoqué cette envie de partir. Si je sais plus quand exactement il avait sorti ça dans l'équipe, c'était certainement l'année dernière au moins. À oui, c'était l'intersaison, en je crois que août. c'était à ce moment-là. Et finalement, depuis, plus rien de ce style n'est sorti. Il semble heureux à Brest. Je ne sais pas, après, je suis pas un intime de Franco Nora, mais il a semblé épanoui. Et l'article indique qu'un Franco Nora pourrait avoir des envies d'ailleurs, évidemment, en fonction des offres. Mais Lorenzi dit, je le cite, mais je ne ferai aucun cadeau. Et il n'ouvrira la discussion qu'à partir de 15 millions d'euros pour son buteur sous contrat jusqu'en 2025. C'est intéressant parce qu'il y a encore 3 ans de contrat. Donc, je vois mal aujourd'hui un club mettre 15 millions d'euros sur Franco Nora. C'est peut-être que je me trompe, mais j'ai bon espoir de pouvoir le conserver à Brest. Espoir, là, moi j'ai beaucoup moins d'espoir. C'est sur l'autre part qui était dans le chapeau, c'était les retours de prêt. Donc il y a 3 prêts, enfin il y avait 3 prêts la saison dernière au Stade Brestois, Lucien Agoumet et Martin Satriano qui venaient de l'Inter, et donc Ronaël Pierre-Gabriel qui venait de Mayence. A priori, c'est mort. Ça a l'air compliqué. Alors pour Agoulou, on n'a pas forcément les éléments d'information qui nous permettent de dire si aujourd'hui, oui ou non, il restera à Brest. Ouais. J'en ai parlé avec donc Adrien qui a beaucoup suivi le tournoi de Toulon, qui s'appelle maintenant tournoi Maurice Révélo, quelque chose comme ça. Et donc Lucien Agoumet était capitaine de l'équipe de France U20 là-bas, l'équipe de France qui a remporté le tournoi. Avec un Agoumet capitaine et plutôt décisif, notamment dans les matchs déterminants. Et il lui a un petit peu, il a essayé de l'interroger sur son avenir et il a senti tout de suite que c'était quelque chose de très compliqué, qu'il n'avait pas du tout envie de parler de son avenir, que c'était assez bloqué. Après, des informations qu'on a pu avoir également, Lucien Agoumet ne serait pas forcément 100% enclin à revenir sur les ordres de Michel Derzakarian, avec qui ça s'est pas toujours forcément bien passé. On sait qu'Agoumet peut être pas forcément compatible avec les exigences assez dures de Michel Derzakarian. Donc c'est effectivement, comme tu dis, compromis. Du côté de Satriano, et ça c'est des informations qu'on a pu recueillir sur Internet, hein. Là c'est pas des informations qu'on nous a données, mais il rentrerait aujourd'hui dans un deal avec l'Inter et irait en prêt à Empoli. J'ai de gros doutes sur la suite de sa carrière à Brest, en tout cas, ce qui est très regrettable. Je pense que tu es d'accord avec moi, mais c'est vraiment décevant. Et le dernier, c'était Ronel Pierre-Gabriel. Bah là, c'est pareil. On est en train de recruter donc un défenseur droit, mais il en faudra deux. Donc, Et est-ce que c'est pour remplacer Pierre-Gabriel ou pas? Je sais pas ce que tu en penses. bah on en reviendra juste après sur un des articles suivants. D'après le Télégramme, Ronaël Pierre-Gabriel et Brest, c'est terminé. Très bien. Bon. Peut-être avant de parler des joueurs qui ont signé, ou plutôt du joueur qui a signé, on va parler de ceux qui n'ont pas signé. On commence avec rumeur, information, on ne sait pas trop, qui est tombée le 28 juin dans l'équipe. Ce serait Achraf Dari, tout fraîchement champion avec le Wydad Casablanca, qui serait en direction de Brest pour 2,7 millions d'euros dans une histoire qu'on peut juger un peu baroque, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Fanch.
Oui, particulièrement compliqué à comprendre, le mot baroque que tu as utilisé est le bon, je pense. Alors, si tu me coupes si je me trompe, mais si j'ai bien compris, c'est un joueur qui donc était très intéressé, enfin, donc sur lequel Angers s'était positionné, fait une offre qui aurait été acceptée, puis Brest aurait renchéri au dernier moment, et du coup, le joueur sera entre les deux. Angers voudrait renchérir à nouveau. C'est un peu ça l'idée, non? C'est encore plus baroque dans le sens où l'histoire démarre avec Achraf Dari trouve un accord avec Angers, puis se rappelle qu'en fait il a toujours un contrat avec le Wydad Casablanca. Donc Angers doit négocier avec Casablanca. Angers a proposé 2 millions et demi et Brest est arrivé là-dessus en proposant 2 millions 7. Donc on est dans une situation où finalement Dari a un accord avec Angers et Brest avec son club. Faut, voilà, il faudra convaincre l'autre partie, que ce soit pour Angers ou pour Brest. Euh, Honnêtement, si je peux donner mon ressenti rapidement là-dessus, j'ai très peur que ça fasse un peu Hunger Beach avec un joueur qui est là alors qu'il n'a Sans pas vraiment vouloir. envie d'être là. Ouais, c'est exactement ça. Après, contrairement à Garbage, on parle de sommes qui sont quand même plus raisonnables. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, ça a 2 millions et demi. Sur le joueur en soi, moi j'ai assez peu d'avis. J'ai surtout vu des vidéos, des extraits de matchs. Ça me semble un défenseur qui techniquement est au-dessus de tout ce qu'on a, mais qui n'est pas non plus un cador impérial. Il y a quelques lacunes quand même. Ouais, après, c'est toujours très difficile, je trouve, de juger un joueur qui évolue enfin, sur un autre continent, même dans un championnat étranger. Hein. La Ligue 1 semble être assez particulière comme ligue. D'ailleurs, plusieurs fois, hein, des joueurs sont venus et sont repartis, ont évoqué un petit peu la rudesse de ce championnat extrêmement physique dans lequel il faut s'adapter. Ça a été le cas des joueurs, même parfois passés en prêt à Brest, qui disent que Satriano disait que c'était extrêmement physique, que ça convenait à son style de jeu, mais en Serie A, c'était plus tactique, etc. Donc, je pense que là-dessus, je vais pas trop me prononcer et m'avancer sur une éventuelle réussite ou pas du joueur à Brest. On va voir, quoi. C'est toujours un petit peu. Après, on sait qu'au Maroc, ils ont des bons défenseurs centraux. Hein. Si c'est pour faire comme à Garde, moi, je prends tous les jours. Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. En tout cas, Ashraf Dari est également évoqué dans l'article donc du 30 juin du Télégramme où c'est une retranscription d'un entretien avec Grégory Lorenzi, tout simplement. Grégory Lorenzi qui dit à propos de Dari, on discute, il nous intéresse, ça suit son cours, on espère un dénouement rapide. Donc voilà, à suivre, on verra. Et en plus, c'est très bien, ça nous fait une belle transition pour cet article du 30 juin qui est peut-être le plus important, le plus intéressant qu'on a eu depuis le début de la semaine, depuis le début de la Tout à fait. saison. Plus actualisé. Euh, On pouvait pas mieux faire niveau timing podcast. Là, l'article qui sort pendant l'enregistrement. Merci beaucoup alors à Pierre-Yves Henry qui sans le savoir, nous a donné un bon coup de main. oui, c'est tout à fait vrai. Alors, bon coup de main, mais pas forcément des bonnes nouvelles, notamment Jonas Martin. Oui, tout à fait. Jonas Martin qui visiblement ne viendra pas à Brest, qui a été contacté par le Stade brestois, qui a été donc libre de tout contrat après son départ de Rennes, après qu'il a fait une saison tout à fait correcte par ailleurs. On avait vu que Nantes s'était également positionné sur le dossier. Déjà, j'avais lu que Nantes trouvait que le joueur était assez gourmand. Quand j'avais lu ça, je m'étais dit que ce serait certainement très compliqué pour Brest. Et là, il est indiqué, donc Grégory Lorenzi dit Jonas Martin qui nous a écoutés, mais qui se projette ailleurs. Donc pas de Jonas Martin, visiblement, au Stade brestois la saison prochaine non plus. C'est dommage parce que au-delà de sa forte expérience, ça reste mon ressenti, mais j'en ai parlé avec des Rennais. La saison dernière, ok, il a loupé quelques matchs parce que blessé, parce que conditions physiques un peu moyennes, mais il avait largement le niveau. C'est un joueur qui joue le haut de tableau de Ligue 1 normalement. Si on avait réussi à le ramener, ça aurait été incroyable. Et si on réussit à ramener un joueur de son calibre, au-delà même de son expérience, ça serait fabuleux. Surtout que Jonathan Martin, c'est un milieu de terrain. Et la priorité du mercato, on l'a peut-être coupé rapidement, mais tout à l'heure, mais c'est le milieu de terrain. Clairement. D'ailleurs, dans sa première interview post-saison, Grégory Lorenzi, lorsqu'il fait le bilan de la saison passée et se projette sur celle à venir, c'est ça qu'il dit en premier lieu, hein, c'est qu'il faut absolument se renforcer dans le cœur du jeu, c'est quelque chose de très important. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. Et si Quentin avait été là, il nous aurait dit que Ibrahima Diallo n'a toujours pas été remplacé finalement, presque 3 ans après. Et je suis assez d'accord avec lui.
Oui, et ça par contre c'est un peu la mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant sur toutes les rumeurs qu'on a pu voir passer, il n'y a pas un seul milieu de terrain en dehors de Jonas Martin. Si, il y a Jessie Deminguet qui, d'ailleurs, est évoqué dans l'article. Il y a Jessie Deminguet qui a été donc contactée, mais on le sait également très sollicité. On avait parlé de Toulouse notamment. Et d'ailleurs, dans l'article, il est indiqué un contrat de 2 ans est évoqué. L'une des priorités est aussi de renforcer l'entrejeu. Donc ça confirme les premiers propos de Lorenzi fin mai. Mais aucun nom n'a fuité. Donc Yann, là, Pierre-Yves Henry est d'accord avec toi jusqu'à présent, mis à part de celui de Jesse Deminguet, donc joueur de Caen de 24 ans. Bon, tant pis pour le milieu de terrain. L'autre priorité, Alors, c'est tant le pis, poste mais de... il va falloir quand même s'activer un peu sur le milieu de terrain, parce que on a dit précédemment que Agoumé ça se sentait un petit peu le roussi. D'ailleurs, Agoumé n'est pas évoqué dans l'article, si je ne dis pas de bêtises. Non. Ça sentait un petit peu le roussi, mais outre Agoumé, il y a également le départ de Paul Lannes, qui a rejoint le Paris FC, donc à l'étranger, parce que lui, il voulait absolument comment dire, un challenge à l'étranger, découvrir même en série B, ça l'intéressait. Bah, il est parti finalement dans la capitale. Donc on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Mais donc Paul Lannes parti, Lucien Agoumé parti. Il nous reste Mbok, Magnetti, Belkebla. Donc 3 joueurs absolument incapables de faire le jeu, sans vouloir leur manquer de respect. Ces 3 joueurs, notamment Magnetti et Belkebla que j'aime beaucoup, mais c'est des milieux défensifs. Il nous manque vraiment ce relayeur et ces joueurs capables de créer, d'apporter du danger dans le camp adverse et de servir les joueurs offensifs. Il nous en manque au moins 2, on les a pas aujourd'hui. Alors, pas de raison de s'inquiéter au 30 juin, mais il va falloir les trouver. Oui, il ferait bien de s'inspirer finalement de Brestonner, qui a trouvé son meneur de jeu, puisqu'on est rejoint à l'instant par notre meneur de jeu de la conversation. Quentin, ça va? Bah ça va et vous? Bah écoute, ça va. C'est un peu les joies du direct, de l'improviste. Donc Quentin qui nous rejoint en cours, c'est très bien. On est en train de parler de l'article donc du jour sur la suite du mercato, qui retranscrit un entretien entre Lorenzi et nos confrères, le Télégramme, en tout cas, donc Pierre-Yves Henry. Oui, nous ne sommes pas un journal, ne pas l'oublier. Et donc le Télégramme, on a évoqué le fait des milieux de terrain. L'autre priorité, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire ici, c'est le poste de latéral droit. Et là-dessus, on a des nouvelles. Tout à fait, des nouvelles qui nous viennent alors des Pays-Bas pour un joueur belge d'origine sénégalaise, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il s'agit de Noah Fadiga, donc Noah Fadiga avec lequel le Stade Brestois a trouvé un accord, visiblement, un accord. Mais selon Grégory Lorenzi, il reste un détail réglé avec son club par rapport à sa clause. Alors pour expliquer l'histoire, c'est donc le club d'Heracles Almelo qui descend en 2e division néerlandaise. Et le joueur bénéficierait d'une clause en cas de descente, justement, donc évoquée autour de 350 000 euros, Yann, c'est ça? C'est ça. Et donc voilà, visiblement c'est le petit détail, mais le joueur est arrivé ce jeudi à Brest, comme confirmé par Brendan Chardonnay sur les ondes d'RMC. Voilà. Donc on va certainement faire un podcast dédié, comme d'habitude, à cette recrue, donc à Noah Fadiga, dans les heures ou jours qui viennent, lorsqu'on aura eu les réponses aux questions qu'on a envoyées à nos camarades néerlandais. Mais visiblement, c'est un joueur, Yann, tu as regardé quelques images, qui court vite. Oui, bah c'est le latéral moderne, en tout cas. Très physique, très grand, très rapide, technique, offensif. Après, voilà, c'est dur de juger sur des extraits, encore une fois. Donc, on attendra l'épisode de présentation. Par contre, on va pas attendre l'épisode de présentation pour donner la mauvaise nouvelle. En tout cas, celle qui, je sais, attristora Quentin. Dans cette même article du Télégramme, il est donc écrit texto sensu que Ronald Pierre Gabriel ne viendra pas à Brest. Après, je sais pas si ça me déçoit. Après, du moment que son remplaçant est au moins à son niveau, il n'y a pas de souci. Après, c'était un joueur particulier, surtout par sa façon de courir et de conduire le ballon. Mais je pense pas qu'il soit non plus. Il est pas irremplaçable, quoi. C'est-à-dire que c'est pas non plus un des meilleurs défenseurs des gros droits de Ligue 1. Et si ça peut permettre d'avoir un joueur qui nous appartient d'une, puisque celui-là a été prêté pour 2 ans et qui est potentiellement plus jeune, peut-être meilleur, peut-être moins bon aussi, ça c'est
le terrain qui nous le dira. Mais non, j'ai pas trop de soucis. Après, voilà, je pense que si Pierre Gabriel ne revient pas, c'est que lui, je pense, n'avait pas particulièrement envie de revenir, ou en tout cas Brest n'était pas particulièrement sa priorité. Donc à partir de là, je pense que c'est bien pour les deux parties, on va dire. Toi qui suis la Bundesliga, Quentin, est-ce que tu penses que Ronald Pierre Gabriel peut s'imposer à Mayence et s'imposer là-bas, ou tu te considères trop juste? Parce que je sais pas, selon moi, la Bundesliga est à un niveau supérieur à la Ligue 1, mais peut-être que je me trompe. Oui, et je pense que c'est surtout pas les mêmes choses qu'on demande aux latéraux. Et j'ai du mal à voir Pierre Gabriel dans une équipe de Mayence qui est quand même très très dynamique, avec des latéraux qui sont très très offensifs. Et pour le coup, je pense qu'il a trop de lacunes, notamment tactiques, pour s'en sortir face à comme tu l'as dit, on va dire des adversaires moyens qui sont plus forts que ceux de la Ligue 1, quoi, on va dire. Ou on va dire que les équipes attaquent à plus qu'en Ligue 1. Donc si tu n'es pas attentif, si tu as des sautes de concentration comme Pierre Gabriel, malheureusement on a vu cette saison, la saison dernière, je pense que c'est injouable. Et je pense que voilà, il y a peut-être moyen de se trouver quelque chose un peu plus élevé que Brest en Ligue 1, mais je ne le vois pas retourner à Mayence, qui on essaiera de capitaliser sur ses bonnes 2 saisons quand même à Brest. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que ça a été un bon joueur, et d'autant plus qu'il a joué. C'était la principale interrogation quand il est arrivé. Est-ce Ouais, qu'il c'est allait vrai. jouer? Est-ce qu'il allait mettre ses pépins physiques de côté? Et ça a été plutôt le cas. Donc au final, je pense que ça a été un bon prêt de 2 ans. C'est vrai que c'était un joueur quand même valeur sûre. Je dirais qu'on n'a jamais trop douté de qui on mettait à droite. C'était Pierre Gabriel. Et lorsqu'il a été blessé cette saison, un petit peu courant février-mars, ça a tout de suite été un peu un problème. C'était un joueur qu'on remplaçait pas si facilement. Je dirais pas moi que je vais le regretter plus que ça, mais c'est un peu comme Paul Lannes en fait. Je sais ce que je perds, je sais pas ce que je récupère à la place, quoi. Ça me semble être une bonne description, effectivement. C'est un peu une phrase Et bateau surtout, du genre le tour on le perd la première semaine, mais on le gagne pas, quoi. Mais est-ce que c'est pas d'autant plus d'actualité cette année? Et oui, tout à fait. pour préciser, quand Pierre Gabriel était absent, on faisait jouer donc Julien Faussurier, qui n'était pas à la reprise, qui a priori n'aura pas de nouvelles propositions. Donc, Alors en fait, suspense. je crois qu'il a eu une proposition, mais laquelle il a pas donné suite. C'est oui, non. Ah, je ne sais pas, il a le logiciel. Ah, il est logiciel. Après, je pense qu'en Ligue 1, alors il dépanne, mais ça me semble quand même être un peu juste, on va dire. Après, moi, ça me va bien, hein. Si Auxerre fait une défense Bernard Faussurier Couef, allez-y les gars. Ouais, il n'y a pas de souci, effectivement. Il y a plus que 19 places pour la descente, hein. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être le dernier point qui est évoqué dans cet article et qui a été un peu le point d'actualité de ces 2-3 dernières semaines, c'est Youssef Belaïli. Pablo. Qui est quand même, vu ce qu'il a montré, alors je pense qu'on peut davantage se baser sur son dernier mois, parce qu'on a vu une évolution positive, qu'elle soit surtout physique, mais aussi, on va dire, son adaptation au championnat français. Mais ça reste quand même pour moi un des dossiers clés, parce que c'est quand même un joueur extrêmement talentueux qui peut changer des matchs à lui tout seul, ce qui est pour un club comme le nôtre est quand même un luxe incroyable. Euh, pour moi c'est quand même l'un des principaux dossiers, et visiblement c'est plutôt pas mal. Donc on va voir si ça continue, mais ce serait quand même une super nouvelle. Outre évidemment Alors à l'instant, c'est West France qui sort un article sur Musique multiplex. sur justement avec les propos de Lorenzi, c'est un petit peu plus détaillé que l'article du Telegram, je trouve. Juste, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Agoumé, Yann. Là, la question lui est clairement posée sur Lucien Agoumé. Alors, je ne vais pas te dire de bêtises. Où en êtes-vous avec Agoumé et Satriano? Avec Lucien, on ne se projette pas pour l'instant. Donc, visiblement, le club ne désire pas le conserver. Et concernant Martine, il y a une volonté, mais on ne maîtrise rien. Ça, c'est pas très surprenant, ce qu'on disait tout à l'heure.
Et par rapport à ce que tu disais, Quentin, sur Belaïli, on a envie de le conserver. Il y a des choses avec lesquelles nous étions d'accord et d'autres non. J'imagine que ça parle d'argent. Aujourd'hui, il y a toujours des discussions, ça avance positivement. Bientôt, il va falloir se prononcer. Donc certainement que la deadline approche pour Youssef Belaïli. Et si jamais il reste à Brest ou pas, on va le savoir très bientôt. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, hein, Quentin. Je pense que j'étais assez sceptique au début quand j'ai vu l'engouement autour de lui et ses premières prestations. Alors certainement souffrait-il Une catarrhite aiguë. problème. Ouais, et puis physiquement, il était à la rue en fait concrètement. Et qu'on a vu que lorsqu'il physiquement il était revenu, je me souviens de son match à Metz ou à Monaco, c'était quelque chose. C'était quelque chose et je serais impatient et curieux de le voir sur une saison en forme. Je pense qu'on aurait du mal à trouver mieux en tout cas. Donc j'aimerais qu'il reste effectivement. Oui, et puis au final, je pense que il est quand même arrivé pour remplacer Romain Fèvre et au niveau profil, c'est quand même pas mal similaire. Donc au-delà de la bonne pioche que ça a été un dossier qui a, je pense, été monté assez rapidement et plutôt bien vu. Plutôt bien vu. Donc voilà, Il a fait oublier Fèvre assez facilement finalement. Oui, et puis on va dire que le contexte a bien aidé avec un club qui n'avait pas vraiment besoin de glaner des points rapidement, quoi. C'est-à-dire qu'on a pu le laisser aussi se développer et progresser, avec aussi évidemment un Franck Honora qui a pris une dimension supplémentaire depuis cet hiver. C'est vrai que comment dirais-je, la ferveur autour de Belaïli est incroyable en Algérie, mais à Brest, il avait une pression bien moindre, donc finalement, on lui a laissé du temps aussi pour revenir. Mais Michel Derzakarian, dans ses conférences de presse à chaque fois, insistait justement sur le temps qu'il lui attribuait pour se retaper physiquement. Et je trouve que sur la fin de saison, il lui a bien rendu, mine de rien, parce que il n'a pas triché sur les derniers matchs. On a vu notamment à Monaco lorsqu'il vomissait au bord du terrain. C'est le signe d'un joueur qui s'était donné. Et ce serait regrettable qu'il parte maintenant qu'il est intégré à l'équipe. Les discussions semblent avancer dans le bon sens, mais on ne sait jamais. Encore plus avec ce type de joueur un peu sollicité, un peu frisson et populaire, ça peut très vite partir dans un autre club, quoi. Mais au final, je pense que cette popularité, on va dire que nous sert peut-être aussi à Brest. Je crois que c'était Yann qui en parlait, justement cette popularité les gens ont vu qu'à Brest ça se passait bien, qu'il avait quand même très nettement progressé. Il avait marqué notamment un très très joli but contre Niger peut-être, ou une petite équipe algérienne pendant sa trêve internationale, et on avait vu clairement que le travail fourni à Brest avait porté ses fruits et que justement s'il continuait à Brest, ça pourrait aussi continuer plutôt que d'aller dans un plus grand club. Ça parlait de Marseille à un moment donné, bon ça me semble surtout avec Sampaoli un peu utopiste pour les supporters algériens, mais je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde et que ce soit peut-être Belmadi qui a quand même, je pense, une influence assez importante, que ce soit sur ses joueurs, mais aussi sur le football algérien en règle générale. Je pense qu'il y a des raisons pour eux qui leur diraient de pousser pour une prolongation à Brest. Oui, je crois que Belmadi a d'ailleurs demandé à tous ses joueurs pour la prochaine liste d'être titulaires dans leur club et de jouer. Et il sait qu'à Brest, il jouera. Et on sait que la sélection algérienne est quelque chose de très important, peut-être la chose la plus importante pour lui, ce qu'on peut comprendre en sélection nationale. Ça peut aussi peser dans la balance. Et puis il y a Harris, il est bien. Bien sûr, il y a Harris. À part la météo qui ne doit pas être celle de haut rang. Harris, qui est certainement, alors on est en train de parler, est en train de courir. C'est vrai. Précisons que Belmadi demandait donc effectivement à ses joueurs d'être titulaires, mais aussi d'être titulaires dans des clubs et championnats sérieux. Quand on sait que finalement l'autre possibilité pour lui, a priori, c'était le Qatar. Je suis pas dans les dossiers ni rien, mais je pense que si prolongation de Youssef Belaïli il y a, Belmadi y est pour 80% au moins. Parce qu'on va pas se mentir, à la fin du championnat, quand Belaïli part du club en sélection, la tendance, elle est pas du tout à une prolongation. C'est vrai. Mais aujourd'hui, donc l'article du Télégramme indique a priori que ça négocie pour une prolongation de 2 ans.
Dans les faits, c'est sûrement 1 an, plus après on le vend, mais donc ça serait très bien. On est loin des rumeurs un peu étranges. On a vu passer des 6 mois, ce qui est légalement impossible. Mais donc voilà, ça discute. On espère que ça arrivera bien vite. Je pense qu'on est tous d'accord. Il y aura pas grand monde pour nous contredire. Hein. Il a c'est quand il veut. C'est quand il veut, effectivement. Et rien que, effectivement, pour nous supporters aussi, ce serait au-delà de son très haut niveau de jeu en fin de saison, mais rien que pour nous supporters. Et quand on va au stade, Belaïli, moi j'avais hâte de voir ça en fin de saison, en tout cas, notamment le dernier match contre Bordeaux. Même si ça s'est pas bien passé, c'est quand même un joueur qui frisson, hein, clairement, c'est quand même un sacré joueur de ballon, je pense, techniquement, c'est top 5 de Ligue 1 pour moi. Et franchement, ça fait lever ses foules, quoi. Donc, top 5, avec Jérémy Le Doiron, non, Jérémy Le Doiron, 6ème. 6ème, ouais. 6ème, Jérémy. Mais rien que, enfin, juste, je parle que techniquement, hein, au niveau de ses contrôles de balle, de son toucher de balle, de sa vision du jeu, c'est vraiment élite. J'avais revu des actions de lui à cette saison sur ses appuis aussi. Alors parfois les défenseurs qui étaient sur lui c'était pas les meilleurs de Ligue 1, notamment son match à Metz. Mais le mec qui était à son marquage, je pense qu'il a encore la tête qui tourne aujourd'hui. Tellement il a pris des vents assez réguliers et assez violents toute la rencontre. Donc en tout cas sur le dossier Belaïli, je crois qu'on est tous d'accord. Yann, on t'a pas entendu sur lui. Il a dit c'est quand il veut, donc je pense que c'est effectivement. Oui, Tagat voilà. Jazair. Hein. De toute façon, je pense qu'on aura le même bruit, la même unanimité du côté de la route de Quimper. Oui. Et justement, route de Quimper, on a peut-être une petite transition, parce que pour le mercato, je crois pas qu'on ait vu passer d'autres noms, d'autres choses, en tout cas des choses sérieuses. Sur le mercato, là, il y a Dembélé du coup. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Karamoko Dembélé. Qui visiblement, on parle de Karamoko Dembélé qui, selon les informations du Télégramme, arriverait lundi du coup. Effectivement. Oui, ça en fait du boulot pour Brestonner ce week-end. Oui, tout à fait. Mais vous connaissez ce joueur, vous? Parce qu'on parle de jeune pépite, etc. Moi, personnellement, je vois surtout qu'il a joué très peu de matchs. Au-delà du très peu de matchs, il a joué très peu de minutes. Il n'a pas 200 minutes en professionnel. Enfin, j'espère que c'est pas lui l'attaquant à espérer, que c'est plutôt un pari un petit peu comme Noah Fadiga. Et qu'on va vraiment partir sur des profils, je vais pas qualifier de plus sérieux, mais plus expérimentés en tout cas pour faire une saison complète en Ligue 1. Après voilà, il est gratuit de toute façon, donc au final, si ça marche c'est bien, si ça marche pas, effectivement, c'est pas. Ça veut dire qu'il coûte dramatique. Aussi cher que Denis Bain. Oui, c'est ça, qui d'ailleurs partira pour le même montant pour lequel il est arrivé. Juste peut-être sur deux mots sur Denis Bain, c'est quand même un peu un échec, non, vous trouvez pas? Parce que je me souviens qu'on a beaucoup parlé de lui lors des premiers podcasts, en insistant justement sur le fait qu'il coûtait 0 € et que c'était un bon coup. Est-ce qu'on peut pas regretter aujourd'hui finalement de le voir partir comme ça dans ce que je qualifierais un peu d'anonymat général? Après, je pense qu'il y a des réponses qu'on n'a pas. Il y a des questions qui sont légitimes. Il y a quand même une réponse qu'on a, c'est qu'il s'est quand même fait 2 fois les croisés, quoi. Je veux dire, à partir de là, c'est compliqué de le récupérer. 2 fois les croisés avec nous? Il me semble, oui. Ou c'est une seule fois? Une seule fois, je crois. C'est une seule fois. En fait, c'est fait. Et après, bien sûr, après, il faut aussi dire une chose, c'est qu'il jouait pas avec Olivier Dalloglio, il ne joue pas avec Michel Derzakarian. Oui, c'est ça, exactement. Il y a 2 entraîneurs qui sont, même si je suis pas un immense fan de Dalloglio, surtout humainement, sont quand même 2 entraîneurs de qualité qui ont fait leur preuve en Ligue 1. Je pense qu'on peut raisonnablement leur faire confiance. Après, ce qui est étrange, c'est qu'il était titulaire, plutôt bon, même si on va dire que, alors lui était plutôt bon, mais je pense que ça faisait partie d'un système qui était assez défaillant, on va dire défensivement, puisque à cette époque-là, alors on jouait assez offensif, donc c'était un peu logique, mais on prenait beaucoup de buts. Et du jour au lendemain, il était titulaire et il est sorti du groupe. Et il n'en est plus jamais rentré. Moi, il y a juste une petite question là que je me pose sur le pourquoi du comment.
Mais lorsqu'il il signera dans son nouveau club, il sera peut-être interrogé justement sur son manque de temps de jeu à Brest. Peut-être qu'il donnera à ce moment-là une explication. Il faudra qu'on suive ça de près. Totalement, mais en tout cas, ouais, pour un club de Ligue 2 qui joue la montée, il n'y a pas de souci, il faut y aller. En tout cas, sur ce qu'on a vu, sur des infos qu'on a, on va dire. Après, il y a peut-être des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas. Mais rien que sur son niveau de jeu, même quand il y a eu le match contre Nice où c'était un peu compliqué, mais lui-même avait plutôt fait un bon match, on va dire. Mais à part ça, c'est vrai que Il a joué contre l'OM aussi. En début de saison. Non, match retour. Ah bon. Parce que Chardonnay était suspendu et Rennes était blessé et il se fait transpercer dès la première minute de jeu et on prend un but. C'est pas drôle, mais les souvenirs sont pas bons. Si, je suis sûr, il joue. Denis Boin est titulaire contre l'OM retour. Vous n'avez pas lu le magazine de Brestonner, Quentin? Si, oh. Mais non, mais par contre, j'ai même pas de souvenir en règle générale du match retour contre Marseille, donc. J'étais au stade. Bref. Est-ce que j'étais au stade? Là, je ne sais pas. Ah oui, effectivement, t'as un blackout total. Est-ce que j'étais au stade? Brest, Marseille. Si tu étais au stade, tu étais dans la tribune Quimper. Et ça, c'est l'autre actu qu'on a, c'est qu'a priori, tu seras pas forcément dans la tribune Quimper face à Marseille. Et ça tombe bien, hein, c'est même pas calculé, mais voilà, c'est ça l'actu du jour, dévoilée par le Ouest France. Puisque vous le savez, la tribune Quimper a été rasée et est en train d'être reconstruite. Sauf que, il y a du retard, a priori. Tout à fait. Des retards dans les travaux, alors que nous, on met sur notre compte Twitter, hein, vous pouvez venir voir des photos. D'ailleurs, on remercie Anthony qui nous les envoie, qui doit travailler certainement à côté. Des photos, voilà, j'étais passé à en prendre aussi en allant au siège l'autre jour. Des photos de la tribune qui évolue plutôt bien, mais d'après les informations de West France, ça n'évolue pas si vite que ça. Et la tribune pourrait ne pas être prête pour la venue de Marseille. Alors, pas forcément de panique par ailleurs, donc selon nos infos, hein, et on remercie notre source à ce sujet. La tribune, même si elle n'est pas totalement terminée, le club travaille déjà sur une situation alternative et elle pourrait quand même compter 600 places pour le premier match. Donc pas une tribune complète, je dirais 50% à peu près, mais elle pourrait contenir à peu près 600 personnes pour le premier match, d'après ce qu'on a comme info. Ça peut changer, hein, mais à l'heure actuelle, c'est vers ça qu'on se dirige. C'est regrettable, c'est dommage. De toute façon, quoi qu'il arrive, si c'est pas 600 places, les abonnés seront bien recasés quelque part ailleurs. Hein. Mais voilà, potentiellement du retard. C'est pas surprenant, le timing est quand même assez serré. Hein. Oui, et c'est pour ça que le Stade Brestois avait fait la demande à la LFP de jouer ses 2 premiers matchs à l'extérieur. Encore une fois, la LFP n'écoute pas vraiment les demandes des clubs. Voilà, insérez l'insulte que vous voulez. Mais donc voilà, le premier choc face à Marseille, pas en capacité maximale visiblement. Non, c'est dommage parce qu'en plus c'est un manque à gagner pour le club. Marseille, on sait que ça fait toujours le plein. C'est un petit peu regrettable, mais bon, quoi qu'il arrive, ce match sera joué. Et il faudra d'ailleurs pas louper ce début de saison. On en reviendra certainement plus tard dans un autre podcast, mais il faudra pas louper le début de saison puisque 4 descentes. Chaque point perdu en cours de route pourrait être problématique. Largement en ne gagnant pas sur les 11 premiers matchs, donc bon, tranquille. En slip ici déjà. On fera la présentation de la saison plus tard, mais quand on regarde la liste des équipes engagées en Ligue 1 l'année prochaine, on n'est pas dans la charrette d'office, je dirais. Il y a d'autres prétendants peut-être plus sérieux à la descente. On va pas s'enflammer non plus, mais on fera, on verra déjà la suite du mercato, qui je pense après là-dessus. Notre coordinateur sportif a gagné très largement le bénéfice du doute. Donc on peut effectivement voir la nouvelle saison avec plutôt de l'optimisme, sans non plus partir dans l'excès, hein, naturellement. Mais je pense pas que faire moins bien que cette saison soit impossible, on va dire. Et d'ailleurs, pour parler d'optimisme et de bonne humeur, on a vu un sourire de Michel Azakarian en conférence de presse lors de la reprise, ce qui est assez rare pour être signalé, parce qu'il a dû sourire, je crois, c'est 4 fois l'année dernière. Donc voilà, on a déjà le premier sourire, c'est peut-être un signe que lui aussi va bien et attend cette saison avec impatience.
Après, moi, j'ai des sources qui C'est m'ont dit que grâce c'était un à. otage. Voilà. Moi, je pense que c'est grâce à l'eau d'Osilia. Ne pas Vas-y. oublier. Les îles. On parlait, je crois que c'est Est-ce dans la tranche qui. est-ce que quelqu'un a déjà goûté cette eau? Bah, je vais en Corse dans quelques jours, donc c'est peut-être l'occasion. Oui, bah oui, parce Je... que au final, c'est quand même assez étrange de faire la publicité pour une eau qui n'est pas vendue ici. Oui, Est-ce c'est que vrai qu'on tu, en. est-ce, est-ce que tu n'as pas vu le biais en fait, Lorenzi au Corse là-dessus? Ah bah totalement, mais pour l'eau de Zilia, en l'occurrence, je vois pas l'intérêt, quoi. Est-ce que, à votre avis, si je me ramène avec un maillot du Stade Brestois dans un magasin corse, je serais, j'aurais un prix sur l'eau de Zilia? Ah, Ah, est-ce que tu auras un trophée aussi? Après, est-ce que je vais oser porter un maillot du Stade Brestois en Corse? C'est l'autre question qui se pose, la question prioritaire. Si ici est floqué bon, Lorenzi, je ça. pense que tu es le bienvenu. Ah oui, c'est vrai, mais je vais à Ajaccio, moi. Bah, Ah, oui, c'est ça. Après, les Brestois sont bien reçus en Corse, hein, généralement. Bon, de toute façon, vous verrez bien si le podcast Brest Tonnerre version 2022-2023 se fait sans moi, c'est que cette prophétie de Yann ne s'est pas vérifiée. oh, Non, mais Franche, de Francis Leblanc à Mezzavi, qu'est-ce que tu penses de la carrière? De Brest Tonnerre à Bastille en mer. bah, je sais même pas comment enchaîner après ça, messieurs. Hein. Non mais voilà, Si. je ferai le podcast en direct du maquis et ce sera très bien. Oui, oui, bon. Faudra demander à nos camarades supporters qui font régulièrement le déplacement, enfin qui faisaient régulièrement le déplacement en Corse. Je crois qu'ils ont une très bonne adresse pour avoir du pastis à 1 euro. Chose qui devrait t'intéresser, je n'en doute pas, hein, mais Ah oui, moi tout à enfin, fait, effectivement, c'est vraiment un truc c'est le premier truc auquel je pense et je pense, t'as raison. Ah, tu mets du pastis avec de l'eau de Zi, c'est quand même quelque chose, quoi. Le pastis prend un tout autre goût. Non mais petite anecdote, je me souviens très bien d'un voyage en Corse. Alors il y a quelques années, ça fait quand on était en Ligue 2 et Ajaccio aussi, et on était allé à la boutique, je me souviens avec mon père de la CA et puis on a été allé voir un peu, moi qui étais toujours fan de foot, dès qu'il y avait une boutique d'un club, j'allais faire un tour. Et on avait, enfin mon père avait voulu rire avec le vendeur en lui disant qu'on allait les battre, parce que je crois qu'il y avait un Brest-Ajaccio qui se profilait et le mec n'avait pas ri du tout, mais vraiment pas du tout du tout. Donc voilà, enfin, il y avait, au contraire, on avait senti un rictus un peu d'énervement, donc je pense que cette année, je vais éviter la blague. Bah, tu peux dire que tu espères que Ajaccio battra Brest, que tu arrives ici en paix et que voilà. Et que je suis un cousin de Johan Caval. Eh bah oui, eh oui, eh oui. Qui a pris d'ailleurs le même rôle que Grégory Lorenz mais, à la C Ajaccio. Putain, mais qui j'imagine fait un, les qui négociations Lorenzi-Cavalli, ça va être quelque chose. Ouais. il fait quand même un mercato un peu bon. Si Brest fait le même mercato, j'arrête Brestonner, tu vois. Hein. Après, il fait le mercato d'un promu. Ouais, honnêtement, Mangani, tu vois, Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est j'aurais vrai. peut-être pas craché dessus. Ça Non, ressemble pas un voilà. peu à Paul Lannes quand nous on était montés. Amouma, c'est correct aussi. Hein, ça a de l'expérience, c'est pas mal. Après, bon, t'as toujours Gaëtan Courtet dans ton effectif, quoi. Donc, Oui. Et c'est Nourri qui a 40 ans aussi, évidemment, oui, oui, c'est compliqué. Est-ce qu'on reviendrait pas à Brestonner? effectivement. Si, oui, peut-être. De toute façon, il ne nous reste plus qu'un seul sujet d'actualité. Là encore, ça va être rapide. Hein. C'est le nouveau stade qui fait une nouvelle fois débat. C'est au conseil municipal hier. Euh, Est-ce que ça vous surprend si je dis que les écologistes et le Parti communiste ont opposé un refus, on va dire, de principe, parce que quoi qu'ait pu nous en dire Glenn Dissot lorsqu'il est venu sur notre antenne, ce qui en ressort, c'est que c'est un non par principe. Puis c'est tout. Oui, franchement, c'est. Bon, après, j'ai lu l'article et il répète un peu la même chose qu'il a pu dire dans le podcast qu'on avait fait lui. C'est pas le bon moment, c'est pas l'instant, il faut rénover, etc. Bon, au bout d'un moment, si on veut que les choses avancent, il faut aussi mettre un peu ses convictions de côté. Et pour l'intérêt général, le Stade Brestois a besoin de ce nouveau stade, de ces nouvelles infrastructures pour continuer à exister. De toute façon, sans le nouveau stade, j'ai bien peur que ce soit la mort du club, donc, ou en tout cas la mort du club dans l'élite du football professionnel. Alors ça m'agace un petit peu effectivement de lire ça, mais on n'est pas surpris ici.
Après, est-ce que ce n'est Et pas est-ce que Denis Le Saint qui avait dit qu'il partirait si le nouveau stade ne se ferait pas? Se Je faisait crois, hein. pas. Je crois bien je et crois bien que si. est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter, d'autres éléments aussi clairs que ce soit sur ce sujet, sur un autre Bah oui, peut-être juste, on disait tout à l'heure sur le mercato du Stade Brestois qu'on espérait que ça avance assez vite. C'est pas la tendance, hein. Grégory Lorenzi évoque, comme l'année dernière finalement, le fait que lorsqu'il se positionne sur un joueur, le stade comment dire, estime que tel joueur vaut 2 millions d'euros, on lui en demande 4. Donc effectivement, lui, il va pas surpayer, donc il va falloir être patient. Et tout ça me fait penser qu'on va certainement se diriger vers un mercato de longueur, on va dire, et avec des dénouements certainement finaux qui vont avoir lieu fin août, quoi, comme on avait pu avoir l'année dernière avec Badji, si jamais il y en a qui s'en souviennent ici. Badji, Del Castillo et Agoumé, et certainement aussi avec des prêts, parce que là, on n'évoque pas vraiment les prêts du côté de Lorenzi, mais je pense que ça peut aussi être une solution pour le club, même si c'est pas une solution très pérenne. Après, pourquoi pas essayer si certains sont chauds de reprêter pour 2 ans, par exemple, comme avec Ronald Pierre Gabriel, ça a été fait. Donc, pourquoi pas si, si les clubs sont intéressés pour prêter des joueurs pour 2 ans, ce qui a l'air d'être de plus en plus à la mode. Donc, pourquoi pas. Tout à fait. Il y a ça, c'est à la mode, et aussi les joueurs qui vont jusqu'à la fin de leur contrat pour pouvoir signer librement ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose à la mode, mais généralement, c'est pour des clubs qui permettent de donner des grosses primes à la signature. Et on n'en est pas encore là du côté du Stade Brestois, malheureusement. Et comme on n'est pas le Real ni le PSG, comme dit Lorenzi, on peut pas faire le mercato qu'on souhaite. Pour conclure, Yann, peut-être au niveau de l'information qui a été rendue publique aujourd'hui sur deux dernières infos, c'était le départ de l'entraîneur des féminines et puis un partenariat qui aurait été passé, enfin qui est passé, parce qu'on a vu les photos notamment de Nicolas Marié, Quentin, avec une académie sénégalaise. Tout à fait. Alors, je peux Ce que vous en pensez? pas beaucoup plus d'infos que ce qui a été donné, mais bon, pourquoi pas. Hein. Après, c'est pas. Oui, c'est quelque chose qui coûte pas d'argent et qui peut peut-être potentiellement rapporter des joueurs intéressants. Et tu connaissais l'entraîneur des féminines, Quentin? Oui, oui, oui. Après, j'étais arrivé donc l'année dernière pour un projet qui était initialement de 2 ou 3 ans, avec pour objectif bien sûr la montée, mais bon, la section féminine au Stade Brestois, c'est un peu, on ne comprend pas trop dans quelle direction ça va. C'est un projet, l'idée c'est de monter depuis plusieurs années, hein, mais il y a des clubs qui sont bien mieux structurés que le Stade Brestois au niveau de la section féminine, donc qui sont bien plus performants. Et on l'a vu, dès dès qu'on change tout l'effectif, ce qui est régulièrement le cas à Brest, on se met en danger, on va dire. Et là, c'est passé parce que l'écart entre on va dire la D2, enfin les clubs de D2 et les clubs de Régional 1 sont assez gigantesques. Mais pour monter en D1, c'est bien plus compliqué. Et voilà, il part, et je pense que c'est assez logique parce que je pense qu'il ne comprend pas très bien, non plus comme moi d'ailleurs, où exactement va le projet des féminines au Stade Brestois. Autant la formation, ça marche plutôt bien, autant l'équipe, on va dire, alors peut-être pas professionnelle, hein, mais l'équipe première, l'équipe senior, c'est un peu tous les ans, c'est un peu on ne sait pas trop sur quel pied danser. Tant que ça coûte pas trop d'argent, c'est pas dramatique. Après, ça coûte. De toute façon, c'est pas la même association, hein, puisque les féminines sont sous l'égide de l'association Stade Brestois et pas le club professionnel Stade Brestois. Alors j'imagine qu'il y a un peu d'argent qui vadrouille entre les deux, hein, mais je pense pas que ce soit beaucoup d'argent. Loin de là. Et bien tant mieux, si tu veux mon avis. Oui, l'association Stade Brestois qui donc à la section féminine et l'école de foot et la préformation du Stade Brestois. Voilà. Et ensuite le club professionnel
préformation qui s'est plutôt bien comportée cette année d'ailleurs. Tout à fait, comme la formation, et on espère vous proposer un podcast sur les jeunes comme on l'avait fait il y a 2 ans ou 3, puisque malheureusement il n'y avait pas eu trop de matchs ces 2 dernières années. Donc on va essayer de refaire ça avec le spécialiste de la question, bien sûr, si vous êtes sur Twitter, vous le connaissez sûrement, JJ naturellement. Oui, je pense que ça pourrait être un podcast très intéressant qui a très bien marché d'ailleurs lors de la première. C'était pendant le confinement, si je dis pas de bêtises. Quel programme pour Brestonner dans les semaines à venir? Du coup, certainement, on reprendra ce format également de la revue de presse qui a été particulièrement animé aujourd'hui avec 2 articles majeurs qui sont sortis pendant qu'on enregistrait. Donc ça, c'est le coup de bol. Certainement un retour sur les premiers amicaux, je pense, vers le mi-juillet, et des présentations des recrues. C'est ça. En tout cas, les prochains épisodes à sortir, c'est quasiment une certitude. Donc, ça sera l'arrivée de la présentation de Noah Fadiga. A priori, on verra si ça se confirme, l'épisode de présentation de Karamoko Dembélé. Et pour le reste, on espère effectivement se retrouver assez vite. Les Jones peut-être, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas naturellement. Ce podcast est aussi le vôtre, bien sûr. Et je rajoute également que le magazine que nous avons sorti donc courant du mois de mai est toujours bien sûr disponible, et ce gratuitement sur notre compte Twitter. Vous allez sur notre compte Twitter @Brestonner. Et puis vous allez donc sur le lien épinglé, le tweet épinglé, il va pas rester épinglé éternellement, donc profitez-en maintenant. Et voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement et le lire. Merci d'ailleurs pour tous vos retours qui sont très positifs. Ça fait plaisir de lire ça. Vous n'avez presque atteint aujourd'hui les 3000 téléchargements, donc c'est une franche réussite pour ce premier numéro, et certainement du coup il y en aura un deuxième dans la fin de saison prochaine. Un magazine aussi onéreux que Mathias Perret à l'âge, bien sûr. Tout à fait. Messieurs, je pense que le tour est fait. Mais pas encore. Parce que le tour débute demain. Oui, le tour un tour qui s'arrête et un tour qui débute. Oui, et on a hâte à celui qui débute. Oui, effectivement. Bien, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Merci de nous avoir rejoints en cours de route, Quentin. On adore ce petit happening. Ça met du dynamisme. Je suis sûr que les auditeurs s'y attendaient pas. Même moi, je m'y attendais pas. Alors, de même. Merci Yann, merci Quentin. Merci Yann, effectivement, et merci Fonge de m'avoir accepté. Et à très vite sur. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière. Chamboué, notre brigadier, son bonnet caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.